à nous de venir ce soir. Madame Sankarine Fournet est professeure émérite à l'université Claude Bernard de Lyon 1, ancienne co-directrice de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, et donc connue comme historienne du genre historienne des femmes, mais aussi de mai 68. Elle a traité de la Commune de Paris dans son livre Les buts et les rêves de l'histoire populaire de la France de 1785 à nos jours, paru aux éditions La Découverte en 2000. Et vous trouvez du reste, pour les membres des amis de la Commune, vous trouverez un compte rendu de ce livre par Jean Mannequin dans notre dernier numéro du bouquin. Alors, je passe la parole à Richard Sankarine Fournet, qui va nous parler par contre du moment communaliste. Ça marche bien, ça va être. C'est pas grave, c'est d'abord magnifique. Bonjour. Celui-ci, alors donc, l'association des amis de la Commune de Paris, que je remercie de m'avoir invité, donc, m'a invité à parler des communes provinciales évoquées dans mon livre Les luttes et les rêves. Voilà. Une histoire populaire de la France, publiée en 2016. Alors, Quentin Deluy-Rose, que vous avez peut-être entendu pour certains l'an dernier, va publier son livre Commune bientôt, avec un S. Je précise que c'est des livres vraiment de spécialistes des différentes communes provinciales. Alors, dans les luttes et les rêves, j'ai décrit dans une séquence historique que j'ai délimitée de 1830 à 1871, intitulée Espoir d'un monde nouveau. Donc j'ai décrit ce mouvement communaliste dans toute son extension, à la fois chronologique. Parfait, merci. Bon. En 1870, 1871. On va y arriver, normalement. Voilà, ça voilà. Et donc, dans son extension aussi géographique de la Martinique à Paris. Ce récit, donc, a été aussi irrigué par des souvenirs personnels. Je me souviens qu'à l'école primaire laïque de Saint-Étienne, que je fréquentais, nous sortions plutôt chaque année le 18 mars, car nous n'avions pas d'études. Et l'une des institutrices nous avait expliqué, après nous avoir montré la production d'une gravure, que vous voyez en petit, vous la voyez, passons, nous avait expliqué donc qu'il y avait eu une commune à Saint-Étienne et qu'il ne faudrait pas célébrer le 18 mars, mais qu'il fallait célébrer la date où le préfet de l'épée avait été tué, donc lors de la commune stéphanoise le 25 mars. Donc, nous avions eu une étude de la commune qu'on fait plus beaucoup, je crois, à l'école élémentaire. Je me souviens aussi que pendant mes études d'histoire, une enseignante, Jeanne Gaillard, nous avait parlé d'un livre qu'elle était en train d'écrire, qui est un livre formidable, et qui en fait dit tout, pose les principes donc, de ce lien entre les communes provinciales et la commune de Paris, avec un titre, alors que vous ne voyez pas, mais je vais vous dire, Commune de province, Commune de Paris, 1870-1871. Alors je dis petit livre, c'est en nombre de pages, hein, parce que c'est un très grand livre qui donnait déjà ça, il donnait à la fois la chronologie, 1870-1871, et il donnait l'extension et le lien entre les communes provinciales et la commune de Paris. Donc c'est extrêmement important, et il y a eu un livre plus récent, 2015, qui a fait le point sur l'histoire, une relecture de l'histoire du 19e siècle français, d'Emmanuel Furex et de François Jarich, qui s'appelle La modernité désenchantée. Voilà. Et donc, mes deux prédécesseurs ont évoqué les communes de Marseille et les communes rurales du Berry, donc je n'en parlerai pas, mais je pense qu'il faut les intégrer
dans le panorama. Alors, j'aborde donc ce mouvement communaliste en province et hors de l'Hexagone. Je précise parce que je vais vous parler de la Martinique, sur lequel j'ai plus précisément travaillé, en différenciant leur processus historique. Un processus historique avec une continuité en fait qui se situe dans une continuité de recherche d'une démocratie sociale entre 1830 et 1871, en passant bien sûr par 1848. Et puis aussi, il faut distinguer les événements très précis. On va suivre quelques parcours de protagonistes sur l'ensemble du pays, donc dans une séquence historique qui ne se limite pas aux 72 jours de la glorieuse Commune de Paris, qui est l'épicentre du mouvement communaliste. Cette affirmation a été discutée par certains, et on refuse à certains événements historiques dont je vais vous parler le titre de commune. On le refuse le titre de commune parce qu'on dit soit c'est des épisodes trop courts, soit ils n'ont pas changé fondamentalement le régime politique d'organisation de la commune. Ce processus a été initié à Marseille, on en a parlé, et à Lyon dès août 70, après 1870, après les premières défaites. Et ce mouvement communaliste a différents épisodes, comme on l'a vu aussi pour Marseille. Il s'explique par des situations locales spécifiques qu'il faut décrypter. Il s'explique aussi par des conditions de possibilité en amont des événements. Et je vais vous présenter ça dans une première partie rapidement. Et puis avec une idée forte, qu'on a déjà évoquée pour Marseille, mais je crois qu'il faut insister, cette idée qui est dès le départ, dès septembre 1870, d'une organisation territoriale fédéraliste, avec cette ligue du sud-est, et qui est un grand sud-est, puisqu'il va de Marseille en passant par Narbonne et il va jusqu'au Creusot. Vous voyez, c'était quand même un très grand sud-est. Et donc les gens se réunissent régulièrement et discutent justement de cette possibilité de mettre ensemble donc, ces communes dans une organisation fédéraliste. Alors, la durée d'insurrection, les modalités et les protagonistes diffèrent selon les lieux, mais il y a cependant des points communs. Alors, quels sont ces points communs? Le premier, c'est qu'ils sont nés de la défaite et de la proclamation de la République, tous. Le deuxième point, c'est qu'ils ont tous formé des conseils qui ont des noms divers. Et ça, on reviendra sur les noms choisis, parce que c'est important pour le rapport à l'histoire. Troisièmement, il y a un rituel symbolique partout présent, c'est le drapeau rouge. Et quatrièmement, des tentatives d'organisation politique, c'est une forme d'organisation. C'est un point commun, mais elles sont différentes. Alors, quelles sont les conditions de possibilité de ce mouvement communaliste en province? Eh bien, ce sont les lois sociales, accordées par Napoléon III, ce qui sera la fin de son règne, évidemment, je ne le savais pas, et les gens de l'époque non plus, qui changent complètement le paysage politique. Parce que ces lois engagent un processus dont se saisissent donc, les opposants au régime, les ouvriers, les paysans, et donc ça va fournir un levier pour une ressource, pour ce mouvement communaliste de 1870-1871. Alors je vais vous les donner rapidement quand même, peut-être. Oui, je peux. Alors, la loi du 25 mai 1864, qui modifie le code pénal, qui est réalisé avant toute coalition, et qui tolère désormais le droit de grève. Ces grèves se multiplient, je viens de l'évoquer deux tout à l'heure, simplement. Il y en a toute une série, on en a déjà parlé d'ailleurs pour Marseille. Dans le même temps, se crée à Londres l'Association internationale des travailleurs, AIT, donc, qui regroupe l'élite ouvrière des métiers. Une autre loi du 25 juillet 1867 autorise les coopératives de production et de consommation. Et ça, c'est un mode d'organisation. On en crée tout de suite. Il y en a une qui s'appelle la Martinique, qui est très célèbre. Il y en a d'autres un peu partout. Il y en a par exemple à Lyon aussi. Et c'est une forme d'organisation économique, une autre forme d'organisation économique et sociale de la société. Après les années de censure et de restriction, la loi sur la presse du 11 mai 1868 permet la multiplication des journaux. Je vais vous donner quelques titres de Lyon. Je vais vous parler particulièrement de Lyon, parce que d'abord j'en viens, c'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que j'ai vu des archives, etc. Et puis il y a eu beaucoup d'études faites aussi sur Lyon. Alors quelques noms. Le refusé en 1868-1869,
Le refusé, la mouche, les noms sont intéressants. La bohème, le populaire, la marionnette politique, la fraternité, le rappel, le vengeur, le frondeur, la carmagnole. Vous voyez, les noms disent aussi les références historiques, en particulier à la Révolution française. Alors, il y a une certaine créativité langagière, hein, et les références politiques, et l'espoir du temps aussi. La loi autorisant les réunions publiques, suivie par un commissaire de police, est promulguée le 6 juin 1868. Et toutes ces lois changent complètement le paysage politique. Et les réunions politiques, alors c'est dommage, parce qu'il y a une très belle gravure que vous voyez dans le petit, et qui montre en fait, justement, ces communes, enfin, le lien entre la commune de Paris et les communes provinciales, et en particulier, donc, il y a Paris qui a des états vierges et qui a des rayons qui sortent de la tête. Et puis la commune de Lyon, parce que ça a été celle qui était voilà. Et donc, les réunions publiques se multiplient, on écoute des orateurs. Alors voilà les thèmes traités: la commune sociale, salariat et privilèges, mutualisme et communisme, socialisme et pauvreté, affranchissement du travail, le travail des femmes. Donc tous ces sujets qui sont discutés, qui ont été discutés en 1830, qui ont été discutés en 31 et 34, la résurrection lyonnaise, qui ont été discutés en 48 et qui sont de nouveau discutés en 1870. Le commissaire est là, il surveille les réunions, de temps en temps il les dissout. Autre lieu de débat politique, et j'ai un beau portrait de Rosa Bordas, dite Rosa Larouche. Rosa Larouche, donc, qui chante dans le débat politique les fêtes, les cafés chantants, dans le milieu républicain. Hein, d'abord, cheveux au vent, donc elle est bras dénudés, pour les dames bien à l'époque, et elle chante donc. Alors c'est intéressant parce qu'elle est née dans un village du Vaucluse d'une famille républicaine, un père serrurier, une mère nourrice. Et comme il a été arrêté après 1848, elle est envoyée au couvent. Et au couvent, elle apprend à chanter la messe, mais après elle chante autre chose. Et donc, elle fait une carrière de chanteuse populaire, donc du chanson politique, grâce à sa voix grave et puissante. Et c'est elle qui a diffusé la chanson La Canaille. Je ne vous la chanterai pas, mais je chanterai faux, mais bon, vas-y. Alors, l'année 69 donc marque l'apogée des grèves ouvrières et la répression sous l'Empire. J'en évoquerai seulement deux. L'une qui est très célèbre, parce qu'on raconte que c'est Zola qui l'a décrit dans l'Œuvre noire. En fait, c'est pas vrai. On sait d'après les carnets d'enquête de Zola que c'est une autre grève dans le Nord, en Zin, qui décrit. Mais il est probable qu'il ait été informé par toute une série de reportages qu'il y a dans la presse nationale sur cette grève. Une grève qui se passe près de Saint-Étienne, à la Ricamarie, au Brûlé, et grève de 1 heure, donc, pour une réduction des heures de travail, il faisait 14 heures, une caisse de secours unique et une augmentation de salaire. Ils sont arrêtés, les familles se regroupent et elles veulent éviter, empêcher qu'on les emmène en prison vers Saint-Étienne. Les soldats ouvrent le feu, il y a 13 morts, hommes, femmes, enfants. Et donc, une 4e victime décède après. Et il y a une émotion populaire extrêmement grande. Et du fait de cette liberté de la presse plus grande, dont je vous ai expliqué du fait des lois, eh bien, ça fait un vrai débat national autour de ces questions-là, du fait de la troupe attirée, etc. Et deuxième grève, alors j'y tiens aussi beaucoup parce que c'est une des premières grèves de femmes, 152 ovalistes. Les ovalistes, c'était les ouvriers du textile qui plaçaient la soie dans les chevaux. Et elles écrivent le 21 juin 1869, alors on s'en est beaucoup moqué dans certains livres d'histoire, parce qu'elles écrivent au préfet pour leur demander de faire grève. Bon, c'est pas habituel, mais elles ne savaient pas exactement comment faire. Mais elles sont très connues parce qu'en fait, elles ont adhéré à l'AIT, que l'AIT les a aidées, qu'elles ont été représentées aux réunions de l'AIT par des hommes, mais bon, représentées quand même, et que des soutiens financiers leur sont venus de toute la France. Et donc ça leur a permis de tenir, et donc cette grève était assez à l'installation de ce point de vue-là. Voilà, alors ça ce sont les conditions de possibilité.
Et les points communs, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc premièrement la question de la guerre, la défaite de la République. En effet, les premières tentatives insurrectionnelles ont lieu dès le mois d'août. On vous a parlé de celle de Marseille, c'était la première, mais très vite suivie par Lyon, avec un rassemblement à la Croix-Rouge, le 13 août, et qui proclame la République, et à bord drapeau rouge, je l'ai vu, dans toutes ces communes, on voit le drapeau rouge. Et donc, les sergents de ville interviennent, et là, les femmes emploient des armes qu'elles peuvent, si vous voulez. Donc elles aspergent les sergents de ville de gros sel, ça les aveugle, donc ils ne savent plus trop quoi faire. Et il y a d'ailleurs un mort du côté des forces de l'ordre. Mais l'émotion croix-roussienne, donc, ne dépend pas du centre-ville. Il y a la défaite, vous savez, la républication de Napoléon III, et à ce moment-là, à partir du début septembre, on a un nouveau mouvement, une série de mouvements insurrectionnels, et on peut dire que ça commence encore à Lyon. C'est-à-dire dès le 3 septembre à Lyon, avant la proclamation parisienne, à la Croix-Rouge toujours, il y a un menuisier de 27 ans, un pisseur vétéran de 1848 qui est membre de l'AIT, un perruquier militant socialiste, emprisonné après le coup d'État de 1851, un blanquiste, qui est beaucoup blanquiste, et il propose un comité de salut public. Comité de salut public, j'ai attiré votre attention sur les noms tout à l'heure, c'est bien sûr une référence à la Révolution française. Et la Révolution française est très présente dans ces dénominations. Donc 72 personnalités pour diriger la cité qui déclarent, je cite, que l'autorité émane de l'initiative populaire. Et le matin du 4 septembre, un groupe de manifestants de 2000 personnes investit la place, qui est la place des terreaux. Il n'y avait pas encore ce gros bâtiment d'hôtel de ville, mais c'était l'endroit où résidait le préfet et où siégeait la commission municipale. Il plante le drapeau rouge. Ce drapeau rouge va rester quasiment jusqu'à la fin, avec une toute petite interruption début mars. Et donc, c'est vraiment le signe là, de la présence constante d'une série d'insurrections, de moments d'insurrection, et tout le drapeau rouge reste sur le bâtiment. Et donc, la troupe envoyée pour les déloger les crosses en l'air, la République est proclamée à Lyon dès les premières heures de la matinée, avant Paris et avant tout autre lieu en France. On installe à la Guillotière un comité qui lui aussi hisse le drapeau rouge et gouverne le faubourg. Donc, la Guillotière, c'était avant une commune indépendante qui est devenue un quartier, un faubourg, comme on dit, et qui a une mairie, comme une sorte de mairie d'arrondissement. Et les gardes nationaux des quartiers populaires trouvent des armes dans les forts. Les anciens fonctionnaires de l'Empire sont arrêtés par ce qu'on appelle un comité de sûreté générale. Là encore, vocabulaire de la Révolution française. Sous la direction de l'ancien conseiller d'arrondissement. Les autres lieux de pouvoir, le télégraphe, l'hôtel de ville, la prison Saint-Joseph, où sont incarcérés les détenus politiques qui sont libérés, donc ils sont investis. Le siège de Paris va commencer le 18 septembre et à Marseille, donc, se forme un comité de la Ligue du Midi, dont vous en avez parlé, qui va après devenir cette fédération. À Carcassonne, dans une réunion qui se tient à Lyon, le 25 septembre 1870, Émile Dijon, alors je regarde c'est donc, Émile Dijon, qui représente le conseil municipal de Carcassonne, appelle à une action commune d'orientation patriotique et républicaine. C'est aussi, ça fédère ces gens qui sont dans cette fédération. À Lyon, donc, 2 tentatives d'insurrection auront lieu en 1870, en septembre et en décembre. Elles sont très différentes et elles ont des conséquences très différentes. La première, elle est dirigée par un Lyonnais qui s'appelle Albert Richard, qui est membre de l'AIT, et elle est aussi par quelqu'un que vous connaissez son nom, Michael Bakounine. Donc elle a une forte tendance anarchiste et internationaliste, parce qu'il est arrivé, Bakounine est arrivé dans la ville 15 jours avant avec quelques révolutionnaires anglais et polonais, et donc ça marque ce caractère-là. Et l'affiche rouge, que vous auriez pu voir,
qui proclame, là, je cite, la Fédération révolutionnaire des communes. Fédération révolutionnaire des communes. Là aussi, les noms sont importants. On est dans un moment qui est fédéraliste. Donc, ils forment un comité central de salut de la France. Ils occupent l'hôtel de ville et ils proclament Cluseret, Henri de Paris, je cite, généralement chef des armées révolutionnaires et fédératives du midi de la France. Donc, vous voyez, on fédère et on tout de suite un militaire. L'insurrection échoue, faute de soutien local suffisant en fait, parce qu'une majorité de gardes nationaux acceptent de rétablir l'ordre. Alors, je crois que dans un article, Rougerie avait écrit qu'il faudrait travailler sur la composition des différentes sociales, des différents régiments de gardes nationaux. Et effectivement, voilà, on connaît en gros l'orientation. Là, il s'agit des gardes nationaux des boutiquiers du centre-ville, qui donc rétablissent l'ordre. La journée du 20 décembre 1870, elle est beaucoup plus dramatique et elle est beaucoup plus profonde du point de vue de ses conséquences sociales et politiques. Les gardes nationaux de la Croix-Rousse refusent de se joindre à une manifestation contre la fermeture des chantiers qui employaient les chômeurs. Et ils sont pris à partie par la foule. Les gardes nationaux de la Croix-Rousse, c'est en général des patrons tisseurs, hein, ceux qu'on appelle des canuts, qui sont des petits patrons, qui ont les moyens de se payer l'uniforme, les armes, etc. Et pour se dégager, leur chef, le commandant Arnaud, sort son pistolet et tire. Il est de suite condamné à mort, fusillé sur le champ. Et il meurt en criant « Vive la République, vive Garibaldi ». Vous voyez la contradiction. C'est un républicain de longue date, chef d'atelier, mais partisan de l'ordre. Les conséquences politiques de cette justice populaire expéditive, donc par rapport au commandant Arnaud, pèsent lourdement sur les événements. Parce qu'elle sépare ce qui existait depuis 1831, c'est-à-dire cette union entre les compagnons et les compagnones, les ouvriers, du tissage, et les patrons, les chefs d'atelier de tissage, qui possédaient des métiers. Et donc cette séparation-là, elle est très profonde. Ce qu'on appelle les canuts, c'est en fait tous ces gens-là qui ont des situations sociales extrêmement diverses. Et donc ça marque la fin symbolique de ce bloc sociopolitique qui existait, qui s'était soudé lors des insurrections de 1831 et 1834. La conséquence, c'est qu'il n'y aura plus jamais de liste commune et que les républicains se tiennent à l'écart de la République, de la commune lyonnaise de Mars. Donc c'est une conséquence extrêmement profonde. C'est aussi autour de la République et de l'égalité que se déroule l'insurrection en Martinique. Alors oui, pourquoi la Martinique? Et pourquoi est-ce qu'on peut la traiter de commune? Moi je pense que oui. J'ai travaillé un peu plus là-dessus. Il y a des gens qui d'abord publient aux Antilles, on ne connaît pas vraiment ce qu'ils ont publié souvent. Et on connaît en fait la situation aux Antilles par la seconde abolition de l'esclavage, obtenue en 1848 par Schœlcher. Mais on connaît mal la situation post-abolition, post-esclavagiste, on pourrait dire, parce que les grands propriétaires, en Martinique on appelle les béquets, on ne les appelle pas pareil en Guadeloupe, mais je vais parler de la Martinique. Donc les béquets ont en fait gardé tout leur pouvoir de domination économique, sociale et politique après 1848. Vous savez qu'ils ont fait rembourser ou payer en travail gratuit l'abolition de l'esclavage et qu'ils ont voulu expulser les anciens esclaves des jardins qu'ils cultivaient pour se nourrir à côté du travail très mal payé. Et donc, quand les Martiniquais, quand les ouvriers agricoles et même des petits exploitants apprennent la confirmation officielle de la République par un bateau qui arrive le 21 septembre, la République est proclamée par un certain nombre de maires des communes, dont celui de Rivière-Pilote, qui est au sud de l'île. Une émeute se déclenche immédiatement contre un planteur béquet qui s'appelait Codet. Alors pourquoi lui spécialement? Mais parce qu'il était royaliste, arrogant, raciste. Il avait planté un drapeau blanc sur sa maison et qu'il était juge au tribunal. Et en tant que juge au tribunal,
Il avait condamné récemment pour une altercation avec un blanc, un mulâtre, Léopold Lubin, à 50 déportations en Guyane et une très forte amende. Donc là, on a vraiment, au moment où on apprend la République, une insurrection au cri de vive la République, mort aux blancs, mort à Codé. L'insurrection dure 5 jours, du 22 au 26 septembre 1870. Il y a des mots d'ordre, donc il y a vraiment des options politiques qui sont prises lors de l'insurrection. On demande 1. La libération de Lubin, 2. Le partage des terres des grandes plantations, 3. L'augmentation des salaires agricoles. Donc, toutes ces revendications signent l'aspect politique de l'insurrection. Elles soudent les ouvriers agricoles et les petits patrons qui constituent l'essentiel de la troupe insurgée. 25, ce qu'on appelle habitation là-bas, c'est-à-dire les plantations, 25 habitations ont été incendiées. Le béquet Codé est mis à mort, mutilé par la foule. Le gouverneur proclame alors l'état de siège, envoie des milices blanches armées qui font 17 morts, 100 prisonniers, brûlent les cases des ouvriers agricoles, détruisent les jardins, ces cultures vivrières, ils font régner la terreur. Les tribunaux condamnent les insurgés de lourdes peines de travaux forcés en Guyane. Il y a beaucoup d'ouvriers agricoles et il y a des femmes. Il y a 15 femmes très jeunes qui ont été très actives dans l'insurrection et qui sont condamnées à la lourde peine. Alors je vais en citer 2-3, voilà, pour dire ce qu'elles ont fait. Rosalie Soleil, qui est née en 1844, ouvrière agricole et couturière. Elle est accusée d'avoir versé une calebasse remplie d'eau salée et pimentée sur Codé pour le saler comme un cochon. Lumina Sophie, dit surprise, âgée de 22 ans, couturière, enceinte au moment de l'insurrection, accouche en prison. Elle est accusée d'avoir mis le feu à 3 habitations. Elle est condamnée le 8 juin 1871 aux travaux forcés à perpétuité au bagne en Guyane. Son fils, qui est né dans la prison, est condamné à y rester et il meurt à l'âge de 7 mois. Les travailleurs sous contrat sont poursuivis, condamnés pour incendie et pillage. Au total, 8 condamnés à mort sont fusillés. L'instituteur Auguste Villard est condamné, lui, à la détention à vie dans une enceinte fortifiée. Il est transféré en Nouvelle-Calédonie et il part sur le même bateau que Louise Michel Rochefort. Mais lui reste à Nouméa après l'amnistie de 1880. Donc, cette insurrection, peut-on l'appeler une commune? Moi, je pense que oui, pour les raisons que vous avez dites. Elle est brève, c'est sûr, elle est circonscrite au sud de l'île, mais ses conséquences politiques sont importantes. Pourquoi? Dans la campagne électorale qui suit pour les élections législatives de février 1871, les libres de couleur des bourgs, ce qu'on appelle les mulâtres à l'époque, qui prudemment n'avaient pas soutenu l'insurrection, mais se démarquent des blancs. Ils sont partisans, eux, d'une assimilation à la France. Ils mettent en œuvre une idéologie républicaine, radicale et anticléricale. Et quelque chose de très important qui va changer complètement la politique en Martinique, en Guadeloupe aussi d'ailleurs. Ils créent un lycée laïque et ils instaurent la gratuité des écoles primaires. Et à ce moment-là, il y a une scission entre les grands propriétaires, ce qu'on appelle les usines, qui produisent le sucre et le rhum. Ça reste l'un des grands planteurs péqués, mais ils ne s'occupent plus du tout de politique. Ils ne se portent plus du tout candidat aux élections, et du coup, il y a une séparation entre la domination sociale et la domination politique. Et ce sont des ligues qu'on appelle les ligues de couleur, donc, qui vont prendre les commandes et qui vont passer par les écoles. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens qui sont très connus sont passés par ce fameux lycée qui est créé dès 1871 et qu'on appelle maintenant le lycée Schœlcher. Deuxième étape, les communes dans les grandes villes, dans le sillage de la commune de Paris, puisque vous m'avez demandé d'essayer de faire un rapport avec la commune de Paris. Alors, la tentative de regroupement dans le Grand Sud-Est, donc, a lieu, je vous l'ai dit, au nom du fédéralisme, c'est très, très important. Alors, il y a une affiche qui est proclamée, donc, de Comité démocratique de l'Alliance républicaine et du Comité central démocratique. Vous voyez, on a changé de formule dans le nom du comité.
de la garde nationale de Lyon le 23 mars 1871. Voilà ce qu'elle proclame. Notre ville, qui la première au 4 septembre à proclamer la République, ne pouvait tarder d'imiter Paris. C'est-à-dire qu'il y a une autre insurrection qui démarre après, évidemment, le 18 mars. Et le drapeau rouge, donc, qui, je vous le disais, flottait sur le thème de ville le 4 septembre, il est resté jusqu'au 3 mars, il s'est arrêté par décision du préfet, on a remis le drapeau tricolore, et le 22 mars, il remet le drapeau rouge, c'est vraiment le symbole de la commune. Et donc, le comité central démocratique de la garde nationale demande au maire de soutenir la commune de Paris. Il refuse, et des bataillons de la garde nationale, donc venus de la Croix-Rousse et de la Guillotière, proclament une nouvelle commune de Lyon et une commission municipale provisoire. La grande presse lyonnaise est hostile, de même que certains bataillons nationaux qu'on appelle les bataillons de l'ordre. En particulier, donc, les boutiquiers du centre-ville, le maire, la majorité du conseil municipal. Donc, ils évacuent l'hôtel de ville et les membres de la commission provisoire doivent évacuer, l'hôtel de ville au petit matin du 25 mars. 77 personnes sont arrêtées, des hommes essentiellement là. 2 tiers sont mariés, savent lire et écrire, ils ont des enfants. La plupart habitent Lyon, ses alentours. Le conseil municipal, donc, qui revient dans ses murs, publie cependant une déclaration modérée, réaffirmant son soutien à la République et réclamant l'autonomie municipale pour Paris et les autres grandes villes. Et à ce moment-là se produit un processus de négociation. Une délégation du conseil municipal se rend à Versailles pour tenter une conciliation avec Paris et pour essayer aussi d'apaiser la situation à Lyon. L'exemple de la commune de Paris, la loi versalienne du 16 avril sur les conseils municipaux et les élections prévues pour le 30 avril cristallise une nouvelle poussée révolutionnaire. C'est la deuxième donc insurrection post-commune de Paris. Préparée pendant tout le mois d'avril par une série de réunions publiques qui entretiennent le débat, et qui réclament il faut choisir, dit-il, la mairie doit choisir entre Versailles et Paris. La troisième insurrection est lancée à Lyon par des blanquistes essentiellement, des membres de l'Internationale, et une nouvelle commission plus ou moins clandestine, et qui a été infiltrée par un indicateur, c'est pour ça qu'il y a des beaux rapports police là-dessus, prépare un plan insurrectionnel précis, articulé un programme de révolution sociale, et appelle à l'abstention des élections du 30 avril. Ce jour-là, 4h du matin, je vais vous montrer aussi, mais bon, tant pis, le tocsin sonne dans le quartier de la Guillotière, un appel aux Lyonnais placardé dans les rues. Voilà cet appel. L'heure est venue, la cité lyonnaise, la première, et ils s'en auraient de la fête, le 4 septembre, qui a revendiqué ses droits à la commune, ne peut pas plus longtemps laisser égorger sa sœur, l'héroïque cité de Paris. Donc on vient direct avec Paris. La mairie de la Guillotière est investie à 7h du matin, le père expulsé. Les bataillons qui se présentent fraternisent avec les insurgés. Mais dans l'après-midi, le préfet envoie la troupe, qui est dans un premier moment bloquée par une foule de femmes, d'enfants, de quelques hommes. Certains soldats refusent de tirer. Le préfet fait tirer à ce moment-là des coups de canon à blanc pour disperser la foule. Et les combats sont engagés pour enlever les barricades qui résistent toute la nuit, mais au petit jour, la Guillotière est reconquise. On dénombre une dizaine de morts. L'insurrection se déplace en fin de journée à la Croix-Rousse, avec toujours des barricades, des lignes téléphoniques coupées, mais la résistance paraît vaine. Et la commission accepte finalement de démanteler les barricades pour que le sang ne coule pas. Autre commune tout près, la ville ouvrière de Saint-Étienne, qui est chère. 110 000 habitants, un important foyer d'opposition au régime impérial, une municipalité anticléricale qui, dès 1865, a laïcisé des écoles de la ville, l'élection du républicain Frédéric Dorian, la victoire du Nord au plébiscite. Voilà le paysage. Le 4 septembre 1870 arrive la nouvelle que Lyon vient de proclamer la République. Le 5 septembre, un nouveau conseil provisoire est nommé, et ainsi qu'un préfet,
un préfet qui est le rédacteur en chef du journal radical du lieu, qui s'appelle L'Éclaireur. Ce sont des républicains modérés qui sont pour une politique patriotique, républicaine et laïque. Mais ils refusent de s'unir avec les socialistes qui portent un très joli nom, c'est le club de la rue de la Vierge. Et donc, un comité central se réunit à la rue de la Vierge, tente de proclamer une commune le 31 octobre 1870. Et ils font paraître un journal qui s'appelle La Commune, qui porte comme sous-titre Défense nationale, en référence donc évidemment à la guerre avec les Prussiens. Il est dirigé par un passementier c'est celui qui fabrique les rubans à Saint-Étienne, affilié à l'international. Il exerce une influence certaine sur les ouvriers stéphanois en alliant revendications sociales et projets politiques. L'esprit de 48 transparaît dans le premier numéro. Je cite: la commune, c'est la pyramide sociale remise sur sa base, c'est l'appel social au banquet de la vie, à l'harmonie, à l'entente cordiale. Une solution politique est avancée, le fédéralisme. Au lendemain de l'armistice, le 3 février 1871, le comité central républicain appelle à un rassemblement pour proclamer la commune. Des réunions se succèdent, mais sans déboucher, si je puis dire. Et c'est le 23 mars, apprenant la proclamation de la commune à Lyon, donc ville proche, vous voyez le lien aussi, le club de la rue de la Vierge demande au conseil municipal de se dissoudre, l'hôtel de ville est envahi, la commune est proclamée, le drapeau rouge est hissé. Mais arrive à ce moment-là un nouveau préfet qui s'appelle Delespée, qui vient d'arriver et paraît tout de suite décidé à employer de manière forte. Dans l'après-midi du 25, le préfet est fait prisonnier, une fusillade éclate, tuant 2 gardes nationaux et le préfet. On ne sait pas dans quelles circonstances. C'est le seul préfet, je crois, qui va être tué dans des communes provinciales. La mort donc, accidentelle probablement du préfet déstabilise les dirigeants de la commune. Et le 28 mars au matin, les troupes encerclent l'hôtel de ville, les gardes nationaux négocient leur conditions et le drapeau tricolore est remis sur l'édifice. Voilà, alors un certain nombre de gens sont condamnés aux travaux forcés, les réunions publiques sont interdites, mais aux élections, les républicains obtiennent 31 élus sur 36 le 30 avril 1871. Donc, né dans le sillage de la commune de Lyon, la commune stéphanoise était paralysée, donc aussi, par l'échec des insurgés lyonnais. Mais les relations tendues entre républicains, radicaux, socialistes à Saint-Étienne n'ont pas arrangé les choses. Malgré ce double échec, les sentiments républicains sont restés vivaces dans la région. Alors, dernière commune évoquée, donc, la commune de Narbonne. Construire donc des liens avec les autres communes était la particularité de la commune de Narbonne, une nécessité pour cette sous-préfecture de 16 000 habitants. C'est un pôle républicain qui se met très tôt en relation avec les Lyonnais, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc lors d'une réunion des délégués des chefs-lieux des départements pour organiser la défense nationale dans le cadre de la Fédération du Midi. Donc Émile Dijon crée un comité central républicain du département de l'Aude, à partir de Carcassonne, qui veut développer un fédéralisme dans la perspective d'une France communaliste. Alors, qui est Dijon? Émile Dijon est né à Limoux, dans l'Aude. Il était déporté en Algérie après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. C'est dommage que je vous montre pas parce qu'il a une très belle moustache. Et il s'en évade pour se fixer en Espagne. Amnistié, il devient rédacteur de La Fraternité, journal républicain de Carcassonne, qui soutient une république fondée sur la justice et le progrès social. Le 21 mars 1871, une réunion de 1600 personnes au club de la Révolution demande à la municipalité de choisir entre Versailles et Paris. Le maire refuse. Les Narbonnais font alors appel à Dijon, brillant orateur, au charisme et à la probité reconnue, qui arrive sur place le 23 mars, afin, dit-il, d'y proclamer la commune centrale de l'arrondissement avec union au gouvernement de Paris. Donc toujours bien de commune de Paris. Il est convaincu de la nécessité de
se procurer des armes, de convaincre les ruraux et de planter le drapeau rouge. À la suite de cette insurrection, donc, la commune de Narbonne est proclamée le 24 mars et dure une semaine jusqu'au 31 mars. Le gouvernement communaliste est composé d'un journaliste et dirigeant, le bibliothécaire de la ville, le commandant, un représentant, un négociant au vin, un libraire, un pâtissier, et il est présidé par Baptiste Limousin, jardinier. Voilà, ça donne la diversité, si vous voulez, des métiers de la ville. Et donc, Dijon avait averti les villes voisines, Toulouse, Carcassonne, dans l'espoir qu'elles vont suivre Narbonne, Béziers, Sète, Perpignan. Le 25 mars, les soldats qui devaient prendre l'hôtel de ville aux insurgés mettent la crosse en l'air. 200 d'entre eux se joignent à ceux qu'on appelle les communeux et s'ajoutent aux 300 gardes nationaux armés. La sous-préfecture est occupée. Dijon récupère des fusils à l'arsenal, des munitions, des baïonnettes. Il y a des marques de soutien dans la région. Il y a quelques villages, donc, au bourg, qui proclament la commune très peu de temps. À Toulouse, le 25 mars, les gardes nationaux envahissent l'hôtel de ville. Démêlent le préfet, font proclamer la commune, depuis le balcon du Capitole, au cri de Vive Paris. Mais ça ne dure que 3 jours. Perpignan, une tentative de commune aussi, est mis en déroute par les tirailleurs algériens, puisque les soldats, c'est avec les crosses en l'air, on envoie les turcos, des trucs comme ça. Voilà. Donc le préfet propage des fausses nouvelles, annonçant la chute de la commune de Narbonne, j'ai presque fini. Dans la nuit du 29 au 30 mars, donc, des troupes venues de toute la région convergent vers la ville et les insurgés ont construit des barricades. Et pour éviter un bain de sang, Dijon ordonne d'évacuer le centre. La commune est vaincue. De nombreux civils fuient en Espagne. 203 militaires sont arrêtés, traduits devant le Conseil de guerre pour désertion et condamnés à mort, jugement confirmé en appel le 27 mai. Lors de l'amnistie de 1880, l'île Dijon est accueillie en héros, preuve que la commune de Narbonne n'est pas morte. C'est ce que chante Claude Marty en 1969 en Occitan. Voilà. Donc, après quelques autres tentatives vite étouffées à Rouen, Grenoble, Bordeaux, le 19 avril, alors que presque toutes les communes provinciales se sont tues, la commune de Paris lance un appel au peuple français où elle proclame « C'est à la France de désarmer Versailles par la manifestation solennelle de son irrésistible volonté, appelée à bénéficier de nos conquêtes, qu'elle se déclare solidaire de nos efforts, qu'elle soit notre alliée dans ce combat qui ne peut finir que par le triomphe de l'idée communale ou par la ruine de Paris. » L'agitation se poursuit en province jusqu'au 30 avril 1871, mais la légalité du suffrage universel est respectée par les républicains. L'appui le plus efficace à la commune de Paris a eu lieu dans le sud-ouest de la France, lorsque des ouvriers se saisissent des canons ou des mitrailleuses, prêts à partir pour Versailles, comme à Foix, à Périgueux ou encore à Limoges. Et la commune de Limoges prend naissance très tardivement, le 6 mai 1871, quand des membres de la société populaire s'opposent au départ de soldats envoyés à Versailles pour défendre le gouvernement. Avec la complicité de certains militaires, les ouvriers empêchent les trains de partir, se disant prêts à arracher les mains. Vers 11 heures, soldats ouvriers reviennent en cortège de leur centre-ville. La foule se regroupe sur la place centrale et avec la garde nationale envahissent la préfecture. La commune est proclamée, drapeau rouge hissé. Le préfet ordonne à la cavalerie de disperser les ouvriers, mais les gardes nationaux sortent, baïonnettes au canon. Un coup de feu part dans les zones intérieures, tuant un colonel de cavalerie. Les barricades sont construites, mais l'armée déblaye très vite la rue, la commune de Limoges est terminée. Et je terminerai par quelque chose que vous avez évoqué. Donc, cette réunion à Lyon, le 14 mai 1871, donc, les délégués de 16 départements du Sud-Est réaffirment leur soutien à la République ainsi qu'à l'autonomie communale. Ils revendiquent la cessation des hostilités, la dissolution de l'Assemblée de Versailles et de la Commune de Paris et de nouvelles élections pour une constituante dans la France entière. Une résolution que la répression de la semaine sanglante, la Commune parisienne, donc rend immédiatement caduque. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette intervention, Michel. Et puis, écoutez, le moment